Quand je vois certaines banques sur la côte, notamment sur la partie marchand, et certains banquiers même, c'est littéralement un scandale. Dans le milieu de la finance et le milieu de l'immobilier, on a un mur entre les deux. C'est-à-dire que le milieu de la finance, il sait lever des fonds, mais il ne sait pas trouver de projet rentable immobilier. Au milieu de l'immobilier, il sait trouver des projets rentables, mais il ne sait pas lever de fonds. La problématique, c'est que les fonds sont fermés à la plupart des petits investisseurs. Et donc, c'est souvent 100 000 euros minimum. Tu signes un partnership agreement, un limited partnership agreement, qui explique dans quoi tu investis, combien, comment, au pourcent près, quels sont les frais, au pourcent près. Il n'y a pas besoin de transparence ou de confiance parce qu'elle y est déjà. Et c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir un fonds, je pense, c'est ultra intéressant. Parce que justement, tu arrives avec pour le coup une grosse somme d'argent. Et derrière, si tu peux utiliser le levier, là, la force de frappe est complètement différente. C'est ce pourquoi moi aussi j'avais le projet de monter un fonds IMO. C'est que moi, par exemple, je suis à l'étranger, j'ai pas accès au levier bancaire français, j'ai pas accès au marché français. Et les personnes étrangères qui vont investir auront accès. Donc déjà, juste pour ça, ça vaut le coup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Paul, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, nickel, très bien. Écoute, bienvenue dans ce podcast. Qu'il soit pour toi ou pour moi, on mettra sur les deux chaînes. Yeah. L'idée de cette vidéo, c'était un petit peu d'échanger, de parler du projet qu'on a en commun. On est actuellement à l'étranger aussi, peut-être parler un petit peu de l'expatriation. Même si pour ta part, tu es expatrié pleinement? Ouais, complètement. Ouais, pour ma part, pas. Et expatrié pleinement depuis 3 ans et demi. Et sur de projets d'expatriation, réexpatriation à d'autres endroits, du coup. Ok, une seconde fois par la suite. Ouais. Ok, tiens, on va commencer par ça alors. Pourquoi tu t'es expatrié? Alors, je me suis expatrié en Estonie, parce qu'on est en Estonie pour ceux qui ne savent pas. Déjà, étape 1, je voulais partir de France. Ok. Voyager, changer de pays, visiter d'autres pays, un peu classique. De 2, pour la fiscalité. Ok. Classique. Et surtout, le point le plus important, c'est parce que je voulais ouvrir un fonds d'investissement, et donc licence, et donc régulation, etc. Et je cherchais un endroit où c'est possible, où les régulations sont solides. C'est pas un endroit exotique où en fait tu as des régulations mais ça régule rien du tout. Et donc j'ai fait des recherches un peu de partout et j'ai trouvé un mix entre fiscalité, endroit que j'aime bien, et endroit qui a des bonnes régulations. Et donc j'ai choisi l'Estonie, je savais pas que ça existait. Billet d'avion, allez simple et c'est parti. D'accord. Simplement. Et du coup, ta vie ici, parce que bon, moi je suis là en courte période, on va dire au niveau du climat, ça change quand même vachement. Les différences avec la France au niveau du quotidien? Climat, pour moi, j'ai habité entre Grenoble et Chambéry, donc dans les Alpes, dans la montagne. Donc climat, non, en sachant que moi j'aime bien la montagne, le froid, etc., d'avoir des saisons différentes. Et la seule différence, c'est le noir, comme tu le sais. Ça par contre, c'est un gros point noir. Et le fait qu'il n'y a pas de montagne qui me dérange un peu. Et sinon, la différence avec la France, il y en a une tonne. Très petit pays, des gens fermés mais respectueux. Le coût de la vie à l'époque, qui est plus le cas maintenant, qui était beaucoup moins cher. Vraiment moins cher, moins 30, moins 40% sur à peu près tout. Voiture, immobilier, bouffe, etc. Tout est digital, tout est rapide. Les gens ouverts d'esprit. Donc la France, c'est quand même, déjà l'Europe est un peu fermée d'esprit. La France, c'est vraiment encore un cran en dessous. Une autre idée, ouais. On est vraiment fermé de chez fermé, quoi. Et parce qu'on a un système de retraite, etc., où il n'y a que chez nous et on croit que ça va fonctionner alors que c'est pas possible. Alors que ici, le chômage, etc., c'est pas pareil. Il faut travailler un certain temps, la paye est beaucoup moindre, pendant moins longtemps, etc. Il n'y a pas de retraite, donc ils font un peu sur le modèle États-Unis, il faut investir dans des fonds de pension, etc. Donc ils sont au courant de l'investissement, ils sont au courant de la finance, etc. Et donc tout de suite, ouverture d'esprit, etc. différente. Ok. Au niveau du quotidien, en France, on le sait, et de plus en plus, je trouve qu'il y a des gros problèmes de sécurité. Et je vais même aller plus loin, je dirais, de propreté par rapport à ici. Qu'est-ce que tu vois comme différence par rapport à ça? On sait qu'ici, il y a à peu près c'est une population, mais il y a à peu près deux parties. Il y a le côté un peu plus russe et le côté un peu plus estonien. Au niveau de la sécurité et au niveau de la propreté, moi je suis venu quelques fois ici et je vois clairement la différence. La différence est ouf. Et ton avis là-dessus? Déjà propre. Les choses fonctionnent, ce qui peut être
un peu débile dit comme ça, mais les choses fonctionnent, les services fonctionnent, la société fonctionne, les impôts fonctionnent, l'éducation fonctionne, ce qui est quand même loin d'être le cas chez nous. Et effectivement, propre, calme, sécurité complète. Donc, tu peux poser ton téléphone à côté de toi, aller pisser, aller chercher un café. Y a pas de problème. Moi, j'ai déjà oublié une voiture Bolt allumée sur un parking une nuit entière, voire un jour entier, je crois, rien du tout. Et si tu oublies un truc dans les vestiaires, ils te le rendent, ils te disent ok, machin, etc. Et ouais, sentiment de sécurité global, le jour, la nuit, rien de. T'as pas envie de te retourner, attends, qu'est-ce qui se passe derrière moi, etc. Et ouais, même au niveau, bon, par exemple, je prends l'exemple de Cannes cet été où il y a eu pas mal de vols de montres, etc. Ici, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Non, pour l'instant. La criminalité, c'est les gens bourrés dans la rue, mais enfin, c'est pas de la criminalité, mais on va dire que c'est de la criminalité parce que faut pas être bourré dans la rue, etc. Mais c'est leur seuil de criminalité, c'est ça. D'accord, ok. Et peut-être des gens qui font des excès de vitesse, mais encore ça va. Ok. Donc voilà, c'est le maximum de la criminalité chez eux. Ok. Tu parlais de réexpatriation, c'est-à-dire que tu veux partir d'ici et tu souhaiterais aller où? Mon plan parfait, et encore faut que je le vérifie, ça serait vivre entre Suisse et Saint-Pétersbourg. D'accord, ok. Pourquoi ces deux endroits? Suisse parce que j'aime bien vivre en montagne, j'aime bien le ski, j'aime bien la nature, donc les centres-villes pour moi ça m'intéresse pas particulièrement. Donc je sais que la Suisse, voilà, on a les mêmes montagnes, là où j'habitais, là en face c'était la montagne suisse et italienne, donc quelque chose que je connais et que j'aime bien. Parce que c'est une place financière, parce que c'est assez calme. Il me semble que voilà, chez eux, normalement, tout fonctionne normalement. Ouais. Et Saint-Pétersbourg, parce que c'est le paradis. C'est le paradis sur Terre, tout simplement. Tout va bien, tout fonctionne, leur économie très bien, le pouvoir d'achat est complètement stupide. Les gens sont gentils, les gens sont heureux, les services sont incroyables. Les femmes, le cadre, l'architecture. Et donc, c'est vraiment... Ouais. On a l'impression, enfin, certaines personnes ont l'impression qu'il y a cette espèce un petit peu de diabolisation de ce côté-là. Et toi, étant y allé, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Est-ce que dans le fond c'est fondé ou est-ce que c'est juste de la propagande complètement débile et qu'en réalité, quand tu rencontres les gens sur place et que tu vois comment le modèle fonctionne, bah, on aurait peut-être sur certains points intérêt à prendre exemple? Bah déjà, ceux qui diabolisent, en quelque sorte, je peux les comprendre parce que même moi, ouais, tu sais pas ce que tu sais pas. Donc quand tu es tout petit, on dit les méchants russes, lui c'est Poutine, c'est un dictateur, etc. Et tu sais pas, donc tu sais pas. C'est aussi simple que ça. Tu te fais une image et tu restes dedans. Donc en quelque sorte, ça peut être compréhensible, tu vois. D'accord. Mais effectivement, en fait, les rôles sont inversés. Ok. Eux, c'est les méchants d'un pays communiste qui fonctionne pas, ils sont tous pauvres, ils n'ont pas le choix, ils ne l'aiment pas. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est propre, c'est calme, les services fonctionnent, le pouvoir d'achat est bon, l'économie est bonne, eux, ils n'ont pas d'inflation, il n'y a pas de criminalité. Ok, super. Et en fait, c'est un peu, les gens appellent un peu Saint-Pétersbourg la petite France. Parce que vraiment, c'est un peu architecture française. Les Russes respectent et aiment leur histoire. On a un gros lien avec la France. Ça ressemble à la France. Ils aiment la France. Ils se sont inspirés de la France d'ailleurs là-bas. Et en fait, tu as une architecture de France 1950-60. Et un peu, ils ont un peu cette histoire un peu napoléonien, etc. aussi. Ils aiment bien ça. Et en fait, tout fonctionne. Donc, tu as ce cadre-là avec les services, le pouvoir d'achat et tout va bien. Ok, d'accord. Donc toi, c'est un endroit qui t'intéresse et où tu as envie de passer plus de temps. Ouais, complètement. Ok. Au niveau des projets donc pro, tu parlais d'un fonds d'investissement. Est-ce qu'il faut des études particulières pour ouvrir son fonds d'investissement? Comment tu as fait? Est-ce qu'aujourd'hui tu as un fonds? Enfin, comment ça fonctionne cette régulation par rapport à ça, au fonds d'investissement? Parce que d'un point de vue extérieur, quand on dit un fonds, on a l'impression que c'est très très compliqué. J'imagine que ça l'est. C'est très, très compliqué. Voilà. Si tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail, en gros, comment tu as fait, tout simplement. Et est-ce que tu as des études particulières? Est-ce qu'il faut, j'en sais rien, moi, avoir fait une connerie, Sciences Po, etc., pour ouvrir un fonds? Ou est-ce que c'est du travail que tu peux faire malgré le fait que tu n'aies pas forcément d'études particulières?
Déjà, effectivement, c'est très très compliqué. Je vais pas réduire travail, même pour ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui aimeraient le faire. C'est extrêmement compliqué. C'est pas juste j'ouvre une LTD, j'ouvre une LLC, c'est parti. Il y a tout un truc qui englobe, qui fait que, vu qu'il y a des régulations et des licences et qu'on touche à un domaine très particulier, l'argent, recevoir de l'argent, le renvoyer, le gérer, etc., prendre du risque avec, il y a tout un layer de trucs. Et même du côté entrepreneurial, il faut gérer énormément de choses. C'est pas si simple en fait. Et normalement, effectivement, il faut des études. Après, il y a les pays entre eux diffèrent. C'est-à-dire que par exemple, l'Europe a quasiment toutes les mêmes lois, mais après, ils réajustent les curseurs à leur goût. De très peu, hein, il n'y en a pas un, c'est le zoo, et l'autre, il est méga strict. Ça arrive un petit peu, mais ça reste quand même assez cadré. Et généralement, ils demandent des études ou un background, d'avoir travaillé là, ou un diplôme, ou quoi que ce soit, ou un historique, une preuve en fait. Ils veulent à la base, les régulateurs, ils sont pas méchants. Ils ont un travail de méchant entre guillemets, parce qu'ils régulent, c'est la police, donc la police est... Oui, ils sont là c'est pour... normal c'est leur métier. C'est ça. Et effectivement, il faut des études, etc. On va dire que plus tu as fait d'études dedans, plus ça sera simple, etc. Le process sera simple. Moins tu as fait d'études, et moins tu as déjà travaillé en finance où tu peux pas prouver, plus ils vont te vérifier, voire te même dire tout simplement non. La vraie problématique aujourd'hui des fonds d'investissement, c'est littéralement de se faire adouber. C'est-à-dire qu'on te dise oui, tu peux. On en est à ce stade-là de difficulté, quoi. Et après, il y a des layers en dessous de fonds d'investissement. Il y a les family office, les CGP, les holdings, les SPV qui sont techniquement pas loin d'un fonds. Pas loin, c'est pas pareil, les tenants aboutissants sont pas pareils, les règles sont pas pareilles, etc. Mais on va dire que ça se ressemble. Et pour y être arrivé, j'ai ouvert un truc, je me suis fait accompagner par pas mal d'avocats. J'ai payé littéralement des centaines de milliers d'euros de frais. C'est de ma faute aussi, du fait que c'est la première fois que je faisais ça. Et donc je savais pas forcément comment les avocats fonctionnent, comment traiter avec eux, quels sont les vrais prix du marché, etc. Donc j'ai dû te confronter à la chose directement. Voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux te dire, ok, si tu veux monter un fonds, il faut faire ci, ça, tant, machin, etc. Je peux le faire plus facilement. Mais sinon, moi, je me suis confronté et j'ai répondu à des centaines de questions faites par les régulateurs que je réponds encore là à chaque fois que si je modifie un document, si je modifie un board member, un actionnaire, si je veux modifier mes produits, si je veux modifier ma stratégie, à chaque fois c'est un échange avec eux et ils vérifient. En fait, il faut qu'ils sachent ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Est-ce que une personne qui investit dans un fonds aujourd'hui en France ou en Europe, un fonds qui est régulé, est-ce que pour lui c'est un gage de sécurité du fait qu'il y a tellement de contrôle, etc., que en gros, à partir du moment où tu investis dans un fonds, tu sais que ton argent, tu l'envoies pas à monsieur, madame, tout le monde et que c'est pas fait n'importe comment. Justement, c'est le gros avantage. La problématique, c'est que les fonds sont fermés à la plupart des petits investisseurs. Généralement, c'est qualified investor, donc investisseurs professionnels ou accredited investor aux US. Et donc, c'est souvent 100 000 euros minimum ou justifié de tel patrimoine, de telle connaissance dans ce marché, etc. Il y a des moyens de baisser un peu le ticket d'entrée, etc. Et les fonds eux-mêmes sont souvent capés en nombre de particuliers qui peuvent... 149, non 150. 150, ouais. Et 149 sur un SPV, parce que le SPV, c'est la première personne, ou l'entité qui l'a créé. Truc. Ou alors 149, parce que 150, c'est la sonnette d'alarme, donc 149, en quelque sorte. Parce qu'il y a un intermédiaire, etc. Mais pareil, pour les fonds, la plupart des fonds, il y a fonds d'investissement privé, fonds d'investissement public, etc. Il y a tout un layer de licence et de régulation. Tu peux pas faire de marketing, il faut faire du reverse marketing. Tu as le droit à que tant de clients. Ça veut dire reverse marketing? Reverse marketing, ça veut dire que tu as le droit de dire des choses, ou alors tu as le droit de t'adresser que à des professionnels. Et où tu as le droit de dire un petit peu ce que tu fais. Et pas Par contre, la personne, vis-à-vis de la loi, doit t'envoyer un mail avant certaines informations. Tu peux pas lui donner tous les détails. Tu peux pas l'inviter à acheter. Tu peux pas avoir sur ton site acheter des shares du fonds, une part du fonds. Il faut qu'il passe par tout un autre process. Et il doit. La décision vient de lui en fait. Il faut qu'explicitement il ait dit je suis intéressé, machin. Moi j'ai parlé avec un fonds européen qui gère
qui gère 600 millions en trading actif et plus d'1 milliard et quelques, plus de 4 milliards et quelques sur une sorte d'ETF. Okay. Avant que les ETF crypto sortent, ils avaient une sorte d'ETF, c'est pas un ETF mais ça ressemble. Et d'ailleurs, ils ont racheté un des plus gros émetteurs d'ETF. D'accord. Et je parlais avec eux, etc. Et malgré qu'on a fait un call, malgré que c'est moi qui est venu vers eux, ils m'ont dit, bon, comme tu le sais, il faut que tu nous envoies un mail en nous disant je suis intéressé pour qu'on t'envoie les documents. D'accord, okay. C'est ça du reverse marketing. Okay, et pour revenir à ta question initiale, effectivement, c'est l'avantage, c'est qu'il y a ce qui s'appelle le fonds d'acte par pays, okay. Même en général, mais par pays qui régit les fonds, comment ils doivent opérer, etc., quelles sont les sécurités, les régulations, etc. Un fonds, quand tu rentres chez lui, ouais. Il a par exemple ce qu'on appelle un dépositaire, qui est un terme très technique, qui est un terme avec une. C'est pas juste dépositaire, j'envoie de l'argent. C'est dépositaire, c'est que le dépositaire est custodian, donc responsable des fonds, etc., et qu'il n'y ait pas du blanchiment d'argent, tout ça. Donc c'est un mot à consonance juridique. Okay, d'accord. Et tout le fonds en lui-même, il a des tonnes de papier. Okay. Des bylaws, donc des statuts, je crois qu'on dit en français, statuts de société, mais en plus complexe. D'AML, donc d'anti-blanchiment d'argent, de financement de terroristes. Et quand tu viens, tu signes un partnership agreement, un limited partnership agreement, donc ce qui te lie toi et le fonds en quelque sorte, qui explique dans quoi tu investis, combien, comment, au pourcent près, quels sont les frais, au pourcent près, comment sont calculés les frais. Et donc en fait, il n'y a pas besoin de transparence ou de confiance parce qu'elle y est déjà. Donc tu effaces ça en fait. Okay. Donc quand tu envoies 100 000 et qu'il y a marqué j'investis ici et pourtant si je fais tant, il y a tant, je prends tant, fin de l'histoire. C'est pas t'envoies 100, ils te prennent 10 alors qu'il n'y a pas écrit, tu gagnes 10 et ils te prennent la moitié alors que c'est pas le cas, c'est pas possible. T'as pas de petite ligne écrit tout en bas en cachette. Effectivement, l'avantage pour un investisseur, c'est que tu peux investir serein. Il n'y a pas d'histoire de scam, il n'y a pas d'histoire de on va te trafiquer les frais ou te mentir un petit peu, etc. C'est le gros avantage. Ok. Comment tu fais donc imaginons, tu as ton fonds en Europe ou en France. Derrière, donc, tu vas avoir des personnes qui vont placer leur argent chez toi, donc dans ce fonds. Ensuite, toi, cet argent, tu en es libre de droit dans les limites de ce que tu as expliqué. Ensuite, c'est quoi? Je pose des questions très bêtes, mais c'est simplement pour que les gens comprennent. En gros, c'est un compte bancaire, je sais pas, je dis une connerie, c'est un compte bancaire dans une banque où tu as dedans 5 millions. Et avec ces 5 millions de comptes bancaires de fonds, tu peux les utiliser uniquement là où tu souhaites et où c'est inscrit que tu vas l'utiliser. Est-ce que là-dessus, tu peux prendre du crédit? C'est-à-dire que est-ce que tu peux dire, bah, tiens, regardez, j'ai 5 millions, je veux enlever 5 supplémentaires à la banque. Qu'est-ce que tu peux faire et comment ça se fait? Par exemple, tu vas acheter un bien, est-ce que tu envoies de l'argent depuis le fonds au notaire pour acheter le bien? Comment de cette partie-là, ça fonctionne? Alors effectivement, généralement, c'est un compte bancaire, mais par exemple, tu peux acheter des unités d'un fonds. D'accord. Donc des unités, des shares, j'ai pas la traduction. Des parts. En vérité, ça dépend du fonds, de la machin. Il y a plein de layers. Ça reste, si un ETF, c'est un fonds, donc tu peux pas échanger un ETF contre de l'or. Ou tu peux, mais il faut un broker, etc. Donc, mais techniquement, tu peux venir investir dans le fonds et m'échanger de l'or, du cash même. Enfin, il y a plein de techniques. Il faut juste que ça soit régulé, checké, etc. D'accord. Et effectivement, le concept d'un fonds, c'est de recevoir de l'argent et on va dire de le ségréguer, une sorte de pool, quoi, ce qu'on appelle. Pour plein de raisons, le fait d'avoir plus de puissance financière, le fait que ça soit plus simple dans les échanges, etc. Et tu dois respecter ce qu'on a dit auparavant, dans quoi tu investis, etc. Et tu peux effectivement prendre du levier dessus. D'accord. Il faut juste que, comme expliqué auparavant, ça soit inscrit. Par exemple, si tu veux prendre 5 millions, si tu veux faire de l'immobilier, tu veux lever 5 millions, enfin, recevoir 5 millions, lever 5 millions à la banque, c'est juste qu'il faut que ça soit écrit. En gros, qu'à chaque fois, on prend tant de pourcents de levier. C'est-à-dire qu'on ne dépassera pas, si on lève 1, on ne dépassera jamais 1 de plus. Donc 1 pour 1, tu vois. Ok. Donc en réalité, on a quand même une sorte de flexibilité, si je peux dire ça, mais à condition qu'elle soit mentionnée auparavant, écrite et validée. À partir du moment où c'est écrit, validé, etc., on garde cette flexibilité pour la suite. Et après, tu peux remodifier les choses, si tu veux. D'accord. C'est juste qu'il faut... pour faire un audit, c'est ça? Il faut recontacter les investisseurs. D'accord. Leur proposer
qu'ils le valident et que les régulateurs valident également. Ok. C'est juste, voilà, c'est super transparent. D'accord. Donc, mais effectivement, tu peux faire du levier, et même au-delà de ça, sans rentrer trop dans les détails, en tant que professionnel, et pas juste professionnel, mais institutionnel, donc professionnel de la finance sous licence, sous enregistration, etc., tu as accès à un marché secondaire, tu as accès à d'autres personnes, tu as accès à d'autres types d'employés, tu as accès à d'autres types de deals, tu as accès à d'autres types de contrats, d'autres types d'assurances, à ce qu'on appelle par exemple des prime brokers, donc des brokers qui travaillent qu'avec des institutionnels et qui ont des outils d'institutionnels plus rapides, moins chers, tout ce que tu peux imaginer. Des meilleures assurances ou des assurances tout court parce que ton broker te couvre pas, etc. Et donc en fait c'est ce que tu payes. Pourquoi tu payes des frais quand tu investis dans un fonds, c'est tout ça. C'est aussi le fait d'accéder à des outils que toi tu pourrais pas avoir. Un particulier ne pourrait pas s'acheter. Et je vais faire une vidéo à propos de ça justement pour faire comprendre aux gens. C'est pas juste ah là là ils le font à ma place, ils prennent des frais. C'est tout un layer. C'est le fait, le temps, l'argent, la sécurité, le risque, la volatilité, etc., etc., etc. Non, puis quand tu parlais d'outils, forcément. Bon, j'imagine que dans le trading, je sais que les outils sont plus poussés que nous dans l'immobilier, mais même une personne, je dirais un investisseur lambda qui commence, mine de rien, comparé à une grosse boîte qui fait de l'immobilier, donc pourquoi pas c'est le jour et la nuit. En termes d'outils, ça n'a quand même rien à voir. Nous, tu as certains outils, je ne citerai pas les noms, qui coûtent quand même cher. Des fois, c'est du 7-10 000 euros par mois. Et encore en trading, je pense que ça va ça peut monter plus vite. Ça va au-delà. Mais mine de rien, qui te permettent d'analyser des parcelles de terrain, par exemple, qui te permettent de trouver des infos, projets. Juste de l'info. Exactement. Plein de trucs comme ça. Beaucoup plus d'informations. Et tu arrives avec un avantage concurrentiel par rapport aux particuliers de base, qui est tout simplement... Tu peux pas rivaliser. Comme je te dis, c'est genre, ça doit être une vingtaine, une trentaine de layers. Exactement. Donc tu penses pas comme ça. Mais par exemple, le deal flow. Pourquoi les VC, ce que own vraiment un VC, c'est le deal flow que toi tu n'auras pas, tu vois. Au-delà de l'argent que tu peux pas mettre parce qu'il faut mettre 1000 comme ça. Exactement. Un private equity, là c'est vraiment la pyramide, le fin de la pyramide. C'est-à-dire que c'est extrêmement mafia. Et déjà, tu n'auras jamais leurs compétences, tu n'auras jamais leur équipe, tu n'auras jamais leur puissance financière. Et en fait, ils ont accès à un deal flow que tu n'auras jamais non plus. Exactement. Les contacts que tu n'as pas, l'expérience que tu n'as pas. Par exemple, l'immobilier pour toi, l'expérience que le mec n'a pas, les contacts, le réseau, le notaire, le truc, le machin. Non, c'est le jour et la nuit. Ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait la grosse différence. Surtout en immobilier, mine de rien, quand tu as fait quelques opérations, etc. Et derrière, que tu peux avoir une capacité financière qui est importante, c'est sûr que malheureusement et heureusement pour d'autres personnes, mais tu vas forcément passer devant tous les petits investisseurs parce que tu es capable de pouvoir intégrer un deal flow qui est énorme, donc plein de projets, de les analyser sur une période beaucoup plus courte qu'un particulier. Alors après, des fois, les trop gros fonds, etc., ils ont tellement d'autres problématiques que ça passe entre je ne sais combien de mains, donc ils ont un taux de réponse qui est quand même assez long. Mais si tu structures correctement la chose, tu peux réussir à faire quelque chose d'intéressant. Et nous, en immobilier, on a, de mon point de vue, il y a deux grosses problématiques. La première problématique, c'est trouver le projet. Et la deuxième, c'est trouver les fonds. À partir du moment où tout le reste, tu as déjà fait des opérations, etc., tu sais comment faire, tu sais rénover. C'est pas une partie qui est problématique. Par contre, tu seras toujours face à ces deux problèmes, trouver le projet et trouver l'argent. Et c'est vrai qu'il y a... c'était une personne qui... Je ne sais pas si cette personne avait un fonds, mais c'était une personne qui travaillait dans la banque et qui faisait aussi du marchand de biens, une personne un peu plus âgée qui était au Luxembourg, et qui m'avait dit, aujourd'hui, dans le milieu de la finance et le milieu de l'immobilier, on a un mur entre les deux. C'est-à-dire que le milieu de la finance, il sait lever des fonds, mais il ne sait pas trouver de projet rentable immobilier. Et le milieu de l'immobilier, il sait trouver des projets rentables, mais il ne sait pas lever de fonds. Et en alliant les deux, c'est là où on arrive à faire des très belles choses. Et c'est vrai que pour ma part, je me suis concentré jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, à uniquement trouver des projets. Et depuis peu, je travaille l'autre côté, trouver les fonds. Et surtout sur l'activité de marchand de biens, on a la possibilité d'avoir énormément de solutions de financement alternatives qui est ultra intéressante, même comparé à l'investissement locatif ou l'investissement classique. En marchand de biens, aujourd'hui, quand on dit « ouais, mais il faut de l'apport, c'est compliqué, etc. » Oui, mais par contre, à partir du moment où tu connais les solutions de financement alternatives,
moi, tous mes projets que je fais aujourd'hui, je suis à 110% sur du marchand. Et en perso, jamais je pourrais lever autant, jamais j'ai eu du 110% en perso, que ce soit pour l'investissement locatif ou même ma RP, j'ai jamais eu du 110%. Par contre, en marchand, sur les deals que je fais aujourd'hui, pas tous, mais certains, je mets strictement 0 € de ma poche. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Et c'est la raison pour laquelle aussi je le dis. Bon, on s'était déjà rencontrés, mais on veut travailler ensemble parce que tu vas avoir la compétence du fonds de réussir à créer cette structure, cette pool d'argent. J'ai un petit peu de réseau, donc moi je peux apporter des personnes qui vont mettre de l'argent. Et à partir du moment où on a une pool avec pas mal de fonds, derrière au niveau des projets, je sais que personnellement j'ai un nombre de projets très intéressants. Et surtout, si j'arrive avec cette force de frappe qui est l'argent, derrière je peux en récupérer beaucoup plus. Je vois rien que cette année, j'ai mine de rien raté littéralement des deals. Il y a des deals où j'ai pas pu aller au bout aussi, où je me suis planté parce que ça manquait d'argent, ça manquait de capacité d'emprunt. Les banques, très très compliquées, j'en parlerai par la suite. Alors, pas de niveau national, hein. Moi j'accompagne des personnes, je vois beaucoup de gens qu'on accompagne qui ont des super crédits, etc. Et moi, j'en parlerai juste ensuite, quand je vois certaines banques sur la côte, notamment sur la partie marchand, et certains banquiers même, c'est littéralement un scandale, mais vraiment un scandale. Je raconterai deux, trois histoires qui s'est passées par rapport à ça, mais c'est littéralement un scandale, et on s'est fait planter sur des dossiers. Le banquier, parce que c'est même pas la banque, hein, mais les banquiers, certains, ils sont tarés complets. Alors que le dossier était propre. Pas de... C'est même pas par rapport au dossier. Je te prends un exemple. Je vais pas citer le banquier ni la banque. On signe 3 deals cette année, enfin l'année passée en marchand. On signe les 3 deals. On n'était pas forcément sûr d'avoir les prêts, mais on avait une porte de sortie au bon moment. On dépose les dossiers et on tombe sur un banquier très sympa au demeurant. Un peu farfelu, mais très sympa au demeurant. Et il regarde les dossiers, etc. Il demande quelques pièces complémentaires, classiques, et puis il nous valide tous les dossiers. Alors, valider un dossier, qu'est-ce que c'est? C'est premièrement nous dire oui au téléphone, c'est bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vu avec ma direction, on valide le dossier, on vous fait un avis favorable, tout ça. Ok, super. Bon, on se dit, c'est bon, on peut lever les conditions suspensives et on peut avancer. Donc, on avance sur les 3 dossiers. L'étape d'après, c'est mine de rien d'avoir des offres. Parce que bon, la parole du banquier, c'est bien beau, un avis favorable, c'est bien beau, mais si on n'a pas des offres, dans le fond, on n'a pas de crédit. Donc, on relance un petit peu, au début un petit peu, où sont les offres, etc. C'est vrai que vous nous aviez dit qu'on devait les avoir à cette période-là. Oui, mais il n'y a pas de problème. Alors, elles sont en édition, on est avec le comité risque, etc. Donc, à chaque fois, la personne nous balade gentiment, mais mine de rien, on commence à se rendre compte que c'est un petit peu étrange. Donc, nous, on demande des écrits. Ok, il n'y a pas de problème, on vous croit. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez nous faire un mail comme quoi le crédit est accepté, que c'est simplement, je dirais, un délai supplémentaire bancaire qui est au-delà de votre faute et de la nôtre. Mais au moins, ça rassure. Donc là, on reçoit les mails, nickel, du banquier. Oui, il y a le crédit, il n'y a pas de souci, simplement c'est en édition. Donc le banquier écrit à nos notaires respectifs, aux vendeurs, à tout le monde. Donc nous, on se dit, bon, on est quand même bon. Et ça fait plus d'1 an que ça dure cette histoire. Il y a eu des mails, il y en a eu je ne sais combien. Et je te garantis que là, si j'appelle le banquier maintenant et que je lui demande où ça en est, après 1 an, il va me ressortir. Oui, c'est en cours. Ouais, comme quoi ça a été en cours, qu'il y a eu des problèmes, mais qu'il peut relancer les dossiers, qu'il peut les avoir. C'est pour te dire à quel point il y en a, ils sont complètement dans un autre monde. Et mine de rien, plusieurs fois j'ai alerté la chose, parce qu'il y a des dépôts de garantie que tu poses. Toi, tu as peut-être déjà payé des frais et des trucs. Il y a 400 000 € de dépôt de garantie. Donc tu ne peux pas juste te dire, ok, Et en gros, là, j'ai 400 000 € chez les notaires. Et bon, on a trouvé d'autres solutions depuis, bien évidemment. Donc, il y a des ventes, malheureusement, qui ont dû sauter. Donc, j'ai perdu de l'argent. Il y en a d'autres qu'on a retrouvé des solutions de financement, donc ça va pouvoir se faire. Mais il faut faire très, très attention. Et même les gens, on a une confiance aux banques. Quand un banquier nous dit oui, on se dit c'est bon. Mais en réalité, non, tant que vous n'avez pas le papier, ça ne veut strictement rien dire. Ouais, puis en fait, en banque ou avec la loi aussi, c'est que tu peux te retrouver bloqué à un moment donné.
Et en fait, il faut comprendre comment les banquiers fonctionnent. Il faut comprendre les enjeux, etc. Et pareil avec la loi. C'est ce pourquoi qu'il faudrait que tous les entrepreneurs soient formés juridiquement. C'est comprendre un contrat, vraiment, qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que je fais autant avec toi qu'un employé, que toi avec ton partenaire, que toi avec ton avocat, parce qu'il te dit des trucs, mais en fait, tu comprends pas, donc il te facture des trucs, mais t'es pas sûr, en fait. Et pareil, pour un exemple qui va parler à plus de gens, parce que plus de gens sont dans le digital, mais beaucoup de gens passent par des devs. Et en fait, si tu comprends pas le dev, tu peux pas le benchmarker, tu comprends pas réellement ce que tu payes et tu vas sûrement payer plus, moins, etc. Et là, c'est un peu pareil. En plus de là, en fait, ils peuvent te bloquer, un avocat, ils peuvent te bloquer, etc. Donc, là, c'est quand même compliqué parce que si tu veux, derrière, nous, à partir du moment où tu as un mail écrit du banquier qui te valide tout, tu dis c'est bon. Et tu te rends compte qu'au final, tu t'es fait balader pendant je ne sais combien de temps. Bon, après, on l'a bien marqué que le type était taré. Mais malgré ce fait-là, quand on l'avait au téléphone, il était tellement rassurant, etc. C'est juste que. Après, faudrait creuser dans pourquoi c'est bloqué. Psychologiquement, il voulait pas nous dire non. Alors que moi, il m'aurait dit non dès le début, vous n'avez pas le crédit. Donc, il peut te dire oui pour prendre quelques frais. Au final, ça se fasse pas, mais je pense qu'il n'y avait même pas de frais à prendre. Je pense que le mec était tout simplement taré. Carrément, on est sur un autre niveau là. Clairement. Et autre exemple, pareil, je dépose un dossier dans une autre banque sur la côte cette fois-ci. Je fais le premier rendez-vous avec la personne. Tout se passe très bien, etc. On avait 6 mois pour signer. Je mets des délais un petit peu plus longs parce que je sais que c'est long pour le crédit. Je dépose le dossier, ça se passe très bien. La personne, oui, pas de souci, on a le temps, etc. Puis je relance. Au bout de littéralement 6 mois, la personne me dit pas non, vous n'avez pas le crédit, ou oui, vous l'avez. Me dit simplement, malheureusement, dans l'agence, on est en sous-effectif, on ne peut pas étudier votre dossier. Après 6 mois. 6 mois où j'ai relancé je ne sais combien de fois, on a été derrière, etc. Donc, bien évidemment, j'ai déposé dans d'autres banques aussi. Donc là-dessus, sur ce dossier-là, il n'y a pas eu de problème. Mais il y a un vrai problème par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, une banque, il y a la banque et puis il y a l'employé de la banque. En réalité, c'est plus forcément des banquiers. Et pour aussi aller dans leur sens, c'est qu'en réalité, qu'ils te fassent le dossier ou pas, eux, ça leur change quasiment rien. Ça leur paye des petits objectifs à la fin de l'année. Il y en a quelques-uns qui sont payés à la commission, mais... mais ça leur donne des objectifs. Mais si tu veux, s'ils ont déjà fait les objectifs, ils vont se dire, voilà, je vais me taper un mois de boulot sur ce dossier-là. Surtout, lui, il s'en fout, c'est ni noir ni blanc. Lui, il est... ça ne change rien. Donc, quel est l'intérêt qui bosse dessus? Donc ça, c'est quand même assez problématique. Parce que, mine de rien, on le sait, la banque... prendre une assurance pour sa bagnole à la banque ou son téléphone, personnellement, j'en ai strictement rien à faire. Je vois pas l'intérêt de ça. Une vraie banque, ça doit être un partenaire où justement, c'est l'avantage de la France, encore une fois, c'est que tu puisses lever des fonds avec la banque. Mais encore faut-il que les gens qui bossent dedans tiennent la route, quoi. Parce que c'est vraiment, vraiment difficile de trouver des bonnes personnes dans ce milieu-là. Dans tous les milieux. En vrai, il faut trouver un bon contact, un bon partenaire et que tu construises un truc sur le long terme, etc. quoi. Mais même le bon partenaire, j'ai des banques qui suivent, puis le contact il est bien 2-3 ans, et puis après, tu sais pas ce qui se passe. Change, il est muté, et c'est une autre personne qui connaît rien, qui comprend rien à rien, et tu dois tout refaire. Donc c'est une partie du métier de marchand de biens à la fin de la journée. C'est une partie qui est éprouvante, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour ma part, je passe beaucoup plus avec des financements alternatifs. Donc soit ça va être un particulier, une société qui veut investir dans un projet, donc on fait un contrat d'émission d'obligation avec un pourcentage, soit même en crowdfunding. Ça coûte cher, mais bon, au moins tu as ton crédit rapidement et derrière tu peux faire l'opération. Et justement, pour ma part, la volonté d'avoir un fonds, ce serait de se dire, là, j'arrive avec une force de frappe qui est beaucoup plus importante. Je serai moins dépendant des banques. Alors, encore une fois, on le sera toujours. Sauf que quand tu arrives avec une banque, aujourd'hui, le problème d'un investisseur immobilier et du marchand de biens, c'est qu'il utilise son argent dans l'immobilier. Et une banque, en réalité, ce qu'elle aime, c'est que tu aies une grosse somme d'argent chez elle. Bloqué. Bloqué. Voilà, dans un de leurs produits. Exactement. Ça, ils adorent. Même ton salaire, etc. En réalité, ils s'en foutent. T'es 15-20 000 balles par mois, presque, ils s'en fichent parce que si cet argent, il reste pas bloqué dans la banque, eux, ça leur change 3 fois rien. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que tu aies une grosse somme d'argent chez eux. Et le fait d'avoir un fonds, ça te permet d'aller les voir et de leur dire, bon, les gars, qu'est-ce que vous me proposez? Moi, j'arrive avec tant sur la table.
en contrepartie, il me faut ça, 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 ça. Et là, c'est une force de frappe qui est intéressante et que nous, en marchand de biens, malheureusement, on a un peu de mal parce qu'on fait travailler notre argent. Donc, tu as 1 million sur un compte, ok, bah, tu l'enlèves parce que tu vas mettre dans une opération. Il faut leur dire, ils t'appellent, pourquoi, machin. Ouais. Exactement. Tu le remets, ensuite tu remets dans une autre opération, tu relèves, tu remets 300 000 dans une autre opération, ils sont pas contents. Et au final, bah, vous avez des grosses variations d'argent, etc. Bah oui, mais en même temps, je le fais travailler. Si je le mets chez vous, il va travailler à 1% et vous allez rien me gagner dessus. Donc je préfère le travailler de mon côté. Si tu es un particulier, si tu fais ça en nom de particulier, ouais, la banque pète un câble. Mais même en société, si tu veux, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment que, en gros, ce qu'ils aimeraient, c'est que tu aies une grosse somme sur le compte et que tu aies des virements, certes, mais que la principale somme reste. Et comme ça, derrière, bah, forcément, ils vont jouer avec. Mais pour une personne qui fait l'immobilier, c'est absolument pas le but. Le but, c'est justement de faire travailler son argent avec de la pierre. Et ça, c'est assez compliqué. Et c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir un fonds, je pense, c'est ultra intéressant. Parce que justement, tu arrives avec, pour le coup, une grosse somme d'argent. Et derrière, si tu peux utiliser le levier, bien évidemment, en leur faisant comprendre que des fois, il va y avoir des parties qui vont bouger, mais la somme est tellement importante que dans tous les cas, bah, il est obligé en gros de se la fermer et de dire oui, monsieur. Oui, de toute façon, tu arrives en tant que professionnel de la finance, etc. Voilà. C'est écrit, et s'ils sont pas contents, tu vas ailleurs. Et exactement. Tant pis pour eux. Là, la force de frappe est complètement différente. Et du coup, la relation s'inverse. Complètement, ouais. Moi, je le vois en tant que fonds, etc. Du coup, c'est toi qui te fais des marchés. Ouais. Avec par contre en plus des produits vraiment de qualité, avec des offres de qualité pour des frais de qualité, et c'est eux qui démarchent parce qu'ils savent que tu as de l'argent, ils savent que tu gères, ils savent que normalement c'est que tu as les neurones qui se touchent, et etc. Donc et est-ce que avec le fonds par exemple, tu peux avoir des CGP qui investissent dedans. Est-ce que tu peux même avoir des banquiers qui investissent dedans ou des banques? Complètement. Ouais. C'est d'ailleurs les institutionnels. Institutionnels, ça vient de l'institution financière, et c'est les professionnels de la finance en gros. Et pour investir, ils investissent pas dans des trucs non régulés ou machin. Ils investissent où ils se disent ok, comme je t'ai dit, les papiers, le fonds d'acte, ça cite ça, etc. J'ai compris les tenants et aboutissants, je peux investir. En plus de ça, ils investissent des grosses sommes en société, ce qui arrange aussi les fonds. Et donc, ils arrivent, et souvent ils payent aussi moins de frais. Ils payent moins de frais que quelqu'un qui pose 100 000 parce que eux, le billet d'entrée, c'est 1 million par exemple. Parce que pour eux, 1 million, c'est une rigolade. Et en plus de ça, il y a beaucoup de fonds qui délèguent une partie à d'autres fonds ou à d'autres traders. Pour des raisons, j'ai aussi fait une vidéo à propos de ça, de risque, de diversification, qui est mathématique en fait, qui fait que si tu gères 100, t'en gardes, ta stratégie fonctionne, etc. Tout va bien. T'en gardes 50 et tu reposes 10 ici. Dans d'autres fonds. Et en fait, c'est ça. Et en fait, leur stratégie, elle vient on appelle hedger, elle vient de protéger ta propre stratégie. C'est-à-dire que si toi demain tu fais de la merde, peut-être pas lui. Ou lui, sa stratégie, elle fonctionne dans certains types de temps et pas la tienne. Et donc en fait, tout s'équilibre. Et au final, le risque, tu le dilues dans plein de trucs. Et au final, pour vraiment que tous s'effondrent, il faut que la terre entière s'effondre en fait. D'accord, ok. Et effectivement, les CGP, les banques, elles investissent. Voilà. Ok. Et parce que, dernier petit point, déjà ils ont une tonne d'argent, autant en capital que en fonds levés, en dette, que en revenus. Donc déjà, ils ont la poche profonde. Ça leur coûte de l'argent de garder cet argent. Voilà, il y a l'inflation, eux ils comprennent l'inflation, ils comprennent le cash, ils comprennent le risque du cash, d'une monnaie, etc. Donc ils ont plusieurs monnaies, ils ont plein de trucs que tu comprends que quand tu deviens, quand tu passes du côté professionnel de la force, on va dire. Et aussi en fait, ils investissent beaucoup parce qu'en fait, cet argent-là aurait été utilisé pour payer des impôts par exemple. Donc perdu pour perdu, autant aller l'investir. Qu'il fasse 10, 20, 30, 50 x 10 x 20 et payer des impôts plus tard sur quelque chose qui a fait du bénéfice et qui n'est pas imposé parce que c'est de l'investissement. Et c'est donc pour ça aussi qu'ils n'hésitent pas à mettre la main. Tu vois. Alors, je repose des questions vraiment très, très bateau, très basiques, mais c'est pour que les gens comprennent. Donc, tu disais que les CGP et même les banques peuvent investir dans ton fonds. Comment tu fais? Tu as ton fonds. Tu vas à l'accueil de la caisse d'épargne ou du LCS, tu arrives à lâcher un fonds. Est-ce que vous voulez pas mettre des ronds dedans? Comment ça fonctionne pour réussir à attirer des grosses institutions comme des banques, quoi
comment tu fais? Il faut avoir licence régulation. Ouais. Pour, comme je te dis, en entrée pour dire ok, c'est bon, le côté transparent, safe, j'ai compris. Il faut avoir du réseau. Il faut avoir un produit adapté à la cible adaptée. Donc un produit d'institutionnel, c'est-à-dire soit il y a beaucoup de risques pour une raison. D'accord. Et les gens le comprennent et ils investissent le billet qu'ils ont décidé d'investir dans ce risque-là. Par exemple, un VC, le capital risque, investir dans des startups très early stage. Ouais. Les gens comprennent, donc ils ont décidé en avance. Je vais investir, je suis une institution, je vais investir 1 million, je vais donner 100 à 10 mecs, ou alors 1 million et je sais que lui va faire 100. D'accord. Et il sait que cet argent n'est pas liquide et que cet argent est perdu, probablement perdu dans 99% des cas. Par contre, le coup, ça marche, tant mieux. C'est super. Ok. Ou du coup, c'est pas 1 million, mais c'est 50 millions que je veux mettre, et là, immobilier, et là, obligation, et là, un truc un peu plus safe, tu vois. D'accord, ok. Et en fait, en fonction du produit, en fonction du truc, en fonction du machin. Et il faut déjà être un professionnel de la finance pour pouvoir parler avec eux et pour pouvoir que tu sois visible. Parce que tu es sur des autres types de registres. Par exemple, dès que moi j'ai eu des licences, etc., j'ai des gens qui me contactent qui vendent que à des mecs qui ont des licences. Des softwares, des softwares financiers, des prime brokers, etc. D'accord, ok. Donc il y a vraiment un rideau entre un autre particulier, marché, en fait. institutionnel, et après il y a tout un layer de je suis un particulier mais j'ai de l'argent et je commence à faire des trucs un peu plus exotiques. Je suis un professionnel mais j'ai pas encore des grosses licences, des gros trucs, j'ai pas encore des gros produits, une grosse équipe, etc. Et après tu as un layer de trucs. D'accord. Toi, le fonds, comment tu te rémunères dessus? Encore une fois, j'imagine que tout ça, c'est inscrit auparavant et que tu respectes tout simplement ce que tu as inscrit. Mais est-ce que tu as une liberté sur ta rémunération ou est-ce que, l'Europe ou la France, j'en sais rien, ceux qui te régulent, t'imposent une certaine rémunération et tu peux pas aller au-dessus? Je te prends un exemple tout bête, encore une fois. Tu as ton fonds, tu dis aux gens, bah voilà, moi sur les opérations de marchand, je vous redistribue, je sais pas moi, 10% sur l'argent que vous avez investi. Ok. Toi, tu fais du 30%. Les autres 20%, est-ce que tu as le droit soit de les garder dans le fonds, soit de te rémunérer, ou est-ce que c'est encore régulé, tu peux pas te rémunérer plus même si tu fais de la surperformance? Bah, tout est expliqué auparavant. Déjà, dans le contrat, il va y avoir expliqué, par exemple, il y a ce qui s'appelle la NAV, Net Asset Value. C'est plus un truc de finance que immobilier, mais en vérité, ça sera le cas aussi. En gros, le Net Asset Value, c'est les opérations, le crédit, les positions en cours, en positif ou en négatif, moins les frais de vente quand tu veux sortir de la position, moins les frais bancaires, etc. C'est-à-dire que si tu veux liquider maintenant et t'envoyer dans ta poche, en net, combien ça fait? D'accord. Pour que l'investisseur il se dise ok, ma value actuelle c'est tant. Ok. Et donc il y a des règles de régulation. Par exemple, nous, ce qui se fait beaucoup dans la finance plus trading investissement, c'est du 2,20, ce qu'on appelle 2% par an sur le capital déposé. Tu peux le prendre par jour, par mois, par année, etc. Ça, pareil, c'est toi qui discutes. Et par exemple, vaut mieux le prendre pas au dépôt, parce que sinon, ça veut dire que le mec pose 100, il se prend 2, donc en fait, il vaut vraiment 98. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on prend 2 par trimestre, parce qu'on sait que sur un trimestre, normalement, on aura déjà récupéré. Et 20, et en plus, je vais te expliquer un autre concept, 20% sur les performances. C'est-à-dire que si tu poses 100, tu montes à 110, on te prend les 20% des 10, pas des 110. D'accord, ok. Ok, j'ai compris. Donc de la performance, tu vois, pas du capital. D'accord. Et en plus de ça, nous on fait ce qui s'appelle un high watermark. Donc on te prend des frais que quand ton portefeuille a fait un nouvel ATH. D'accord. C'est-à-dire que tu as 100, on te fait gagner 110, là on prend les deux et il te reste 108. Si on passe de 108 à 110, on prend rien. Ok. Parce que tu as déjà été à 110. On te prendra à partir de 110.1. D'accord, ok. Donc pareil, pour que pas on t'assassine de frais comme les banques font et qu'en fait, tu te fasses découper par les frais. Donc on te prend de l'argent quand on te fait gagner de l'argent et quand on te fait vraiment gagner de l'argent. Il y a aussi une autre manière de prendre des frais, c'est par exemple 2, 8, 20. Et en fait les 8, c'est le benchmark global.
Ça se fait souvent dans VC et Private Equity. Par exemple, les marchands de biens font environ 20% par an. Okay. Si toi, sur une opération, tu as fait 22, tu prends 8 des 22. D'accord, ok. Tu prends les 2 initiaux, les 20 sur les 20 et les 8 sur les 2. D'accord. T'as compris où? Je sais pas si tu comprends. Donc tu prends un frais de la surperformance du benchmark lui-même. D'accord, ok. Du marché. Ok, d'accord. Et après, il y a par exemple les conseillers en investissement, ils n'ont pas le droit de prendre sur la performance. Ok. Donc c'est pour ça qu'il te faut facturer un consulting. D'accord. Mais en quelque sorte, c'est comme s'il te prenait, par exemple, tu veux investir 100, le conseiller en investissement, il te prend 5. Donc techniquement, tu as payé 5% de frais. Ok. Et en plus de ça, tu commences avec 95. D'accord. Ce qui est là un peu pénible dans les conseillers en investissement, les CGP, etc., c'est qu'eux, ils prennent des frais vite. Donc ça entache l'investissement, parce qu'il y a des effets cumulés et le capital est directement grignoté, en quelque sorte. Ouais, et toi, quand tu récupères en tant que Et parce fonds... que en fait, ils n'ont pas d'intérêt à forcément te faire gagner de l'argent aussi. Vu qu'ils ne sont pas sur la performance, nous, on gagne de l'argent quand on t'a fait gagner de l'argent. Donc il faut qu'on te fasse gagner de l'argent. Oui, donc c'est juste, il faut qu'ils on a un de intérêt. Voilà. Je dis pas que c'est tous des enculés, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Il y en a des très bien et j'en connais des très bien. Non, c'est juste que voilà, faut gagner de l'argent. Ouais. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, c'est un des services que j'aimerais proposer en 2025. Ok. C'est des services financiers en général. C'est vraiment tout ça, conseil, accompagnement, analyser un investissement, etc. Parce que comme tu as vu, en fait, il y a quand même des layers assez exotiques. Ouais. Et il y a des lois. Nous, par exemple, c'est marqué aussi dans notre LPA qu'avec les 2 plus les 20, on peut pas taper dans plus de 40%, je crois, de la valeur du fonds lui-même. D'accord, ok. Donc en fait, même avec les frais, les investisseurs ne se fassent pas découper au plaisir, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, bah le but, c'est quand même de refaire gagner de l'argent. Mm. S'ils payent des frais de tous les côtés, bah, il n'y a plus forcément d'intérêt. C'est pas très intéressant. Et c'est vrai que ça, malheureusement, souvent en banque, bah, le banquier vous propose des super produits sur le papier. Et puis en réalité, on a des frais d'entrée, des frais de sortie, décider ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il reste plus rien, quoi. L'aspect financier, l'aspect fiscal, l'aspect juridique, l'aspect investissement, le produit, c'est quoi le risque, etc. Et en fait, tu vois que c'est pas un jeu. Non, clairement. Il faut quand même être aiguisé dans le domaine. C'est clair. Et pour comprendre juridiquement qu'est-ce que je risque, fiscalement ma fiscalité à moi, mais combien j'ai sur le compte, impacts, combien je rentre, je sors, etc. Donc est-ce que je peux prendre ce risque? J'ai fait des vidéos YouTube aussi à propos de ça. L'aspect financier, où sont les frais? Quels sont les vrais frais? Pourquoi 2% sur temps, ça fait combien dans 5 ans, 10 ans? Comment, à quel moment ils le prennent? Est-ce que ça entache l'investissement? Les intérêts composés, à quel moment, etc. Et comprendre l'investissement en lui-même, donc comprendre le marché, l'actif, la stratégie, pour se dire, ok, je risque tant, pourtant, potentiellement. D'accord. Et donc, prendre une décision après tous ces layers. D'accord, ok. Tu as des exemples de gros fonds qui tournent bien en France, en immobilier par exemple? En IMO, non, j'en connais pas de nom, j'en connais pas. C'est souvent, après, c'est pas mal de foncières, donc en fait, c'est à des noms ou des noms de famille. D'accord. Mais au final, ils opèrent précieux comme un fonds. D'accord. Soit en fait, ça opère, ils ont la taille d'un fonds financièrement et parce qu'ils ont une holding et parce qu'il y a dans la holding il y a tel employé, il y a tel truc et qu'au début ils le faisaient eux-mêmes, mais à la fin il y a des agents qui le font pour, etc. C'est encore pas le niveau d'un fonds, mais ils sont quand même pas loin, tu vois. C'est plus family office, etc. Ouais, c'est ça. Et c'est souvent au nom de famille, etc. Souvent, mais d'accord, ok. Ce qui se fait beaucoup en France. À l'étranger, à l'étranger, Angleterre, US, etc. Ici, pareil, j'en connais plusieurs. D'accord. Et ici, il y a des gros fonds qui opèrent en immobilier, ouais. D'accord, ok. J'ai déjà échangé avec eux, etc. Ok, d'accord. Et ils opèrent quoi ici sur là, le dernier en date, c'est locaux commerciaux. Ok, ouais, ça. Gros locaux commerciaux, par contre, un des gros trucs. Et il lève, je vais dire un chiffre au hasard. Mais, là, par exemple, c'était 10 millions, mais je vais utiliser 1 pour que ça soit plus compréhensible, parce que je ne vais pas utiliser 1, tant, machin truc. Mais 1, ils vont lever 1 auprès d'investisseurs. D'accord. 1 auprès de la banque. D'accord, voilà. Ok. Après, eux, ils placent ça, je dis une connerie, à 5. Un peu plus, mais ouais. D'accord, ok, d'accord. Donc ici, ça se fait pas mal. Hein. Ouais, ça se fait un peu de partout. En France, moins, parce que le particulier a beaucoup plus accès à ça. D'accord. Et
Et il y a plus cette anomalie de marché en France où il y a cet accès au levier en tant que particulier. D'accord. Et du coup, il y a beaucoup de formateurs, d'accompagnateurs en ligne, moins qu'ailleurs. D'accord. Qui vous expliquent comment faire. Et du coup, les particuliers ont un peu plus accès à pouvoir devenir marchand de biens. D'accord. Et du coup, il y a peut-être un peu moins de ce côté fonds, etc. Ok. Mais quoique, en vérité, pour avoir parlé à des Estoniens, des Finlandais, etc., hommes, femmes, de tout type de métier, c'est très pareil comme le coût des retraites, etc., que je t'ai expliqué. Les fonds de pension, c'est très ancré pour eux, l'immobilier, d'acheter son bien parce qu'il prend de la valeur, parce que truc. D'accord, etc. ok. Et voire même venir à louer son bien, tu vois. Ok. En fait, ce que tu veux dire, c'est que, en gros, en France, mine de rien, il y a quand même plein de points positifs aussi, notamment l'accès au crédit. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure d'une mauvaise manière, mais encore une fois, il y a plein d'avantages à ça. Donc, je dirais que le français de base, les Français, ils ont cette appétence pour le faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont l'apprendre et ils vont le faire eux-mêmes. Plus de possibilités. Plus de possibilités. Alors que dans d'autres pays, comme l'accès au crédit est quand même beaucoup plus compliqué, les taux sont plus élevés et variables, etc. Exactement. On va dire que c'est plus réservé aux institutionnels. Et donc, les gens, plutôt que de le faire eux-mêmes, ils vont investir dans ces institutions qui vont, Et puis même, du coup, le marché en lui-même, je pense, est plus pris par les institutionnels. Ouais. D'accord. Ok. Je savais pas. Bon, je savais qu'en France, beaucoup le faisaient, mais à l'étranger, je savais pas. Ça se fait quand même en tant que particulier à l'étranger. Oui. J'en connais, etc. Oui, mais bien évidemment, mais c'est moins. Oui, c'est pas l'Eldorado, quoi. La France, c'est connu pour être. Pour l'immobilier, oui, clairement. Les US aussi, les UK un peu aussi. Ouais, tout à l'heure j'ai un peu dénigré les banques, mais d'un autre côté, si on sait s'en servir intelligemment et correctement et qu'on a les bons partenaires, on a le marché de l'immobilier qui reste, de mon point de vue, le plus stable. Quand on regarde sur les 60 dernières années, tu as une croissance accrue du marché immobilier. De temps en temps, tu as quelques corrections, mais ça reste hyper intéressant. Pour des raisons fondamentales, de juste c'est de la pierre, se loger, etc., qui fait que... Ouais, il y a les raisons aussi d'urbanisme. Mine de rien, en Espagne, l'Espagne, c'est un pays qui est, je crois que c'est le deuxième pays le plus visité, je dis pas de conneries. Donc c'est un pays qui est attractif, mais nous, l'avantage de la France, c'est qu'au niveau urbanisme, on a des règles de construction qui sont très strictes. Là-bas, ils ont construit des tours sur les bords de mer, mais à partir du moment où il y a eu en crise, tout se casse la gueule. Alors que chez nous, on maintient un marché d'immobilier parce qu'il faut savoir qu'on est en pénurie de logements en France, c'est-à-dire qu'on a trop de demandes par rapport à l'offre. Et ce qui permet, mine de rien, quand tu as trop de demandes par rapport à une offre, ça te permet de maintenir ton marché immobilier et de faire en sorte que tes biens, quoi qu'il arrive, ils vont prendre de la valeur. En plus de ça, on a accès au crédit quand même facilement. Aujourd'hui, une personne qui gagne un SMIC, qui n'a pas de crédit en cours, peut emprunter. Ça, il faut le savoir. Elle peut emprunter, elle peut acheter un bien immobilier. On a des prix de l'immobilier, encore une fois, qui sont très variables suivant où tu te trouves, mais dans le luxe, on va avoir les prix qui sont les plus chers du monde. La villa la plus chère sur la côte, c'est la villa Leopolda. Donc on a quand même un marché qui est ultra intéressant, et ce qui permet aux particuliers de, mine de rien, de pouvoir se tester à l'immobilier. Je prends par exemple, alors je ne veux pas non plus parler de ce que je connais pas, mais par exemple le marché suisse. La Suisse qui est extrêmement stable financièrement, beaucoup plus que la France et que plein d'autres pays, au niveau de l'investissement immobilier, c'est plus dur. Ouais, c'est quand même différent, c'est plus dur, les prix tout de suite, les prix sont guerre, différents, le crédit est différent, etc. L'accès à la propriété est quand même un petit peu plus compliqué. Les États-Unis, ça a permis de cartonner, mais les États-Unis, ça... c'est beaucoup de cash aussi chez eux. Voilà, il y a très peu de... Exactement. Il y a le levier, etc., mais il marche aussi beaucoup au cash. Donc, voilà. plus de problématiques parce qu'il faut l'avoir, le cash, du coup. Exactement. Alors, il y avait des solutions à l'époque qui se font moins. C'est qu'avant, tu pouvais acheter une maison, t'acheter ta maison en crédit, et puis tu pouvais derrière relever, hypothéquer ce bien-là pour faire un deuxième, puis un troisième, etc. Donc, tu as des personnes avec quasiment rien qui se sont retrouvées avec 300-400 biens aux États-Unis. 2008. Voilà. Sauf qu'après, quand les crédits ont augmenté, on passait de multimillionnaire à zéro. En France, ça n'existe pas. Ouais, c'est dur. Il faut vraiment faire des conneries pour... Ouais, c'est pas possible. Aujourd'hui, même, tu achètes un bien, même si tu le payes plus cher, avec rien qu'en louant en courte durée, en longue durée même,
dans tous les cas, tu arriveras à rembourser au moins la moitié de tes mensualités de crédit. Tu vois, tu pourras renégocier ton crédit, tu as plein de solutions. Franchement, l'immobilier en France, c'est absolument pas risqué à partir du moment où tu fais les choses bien. correctement. Franchement, tu n'as quasiment aucun risque. Quasiment aucun risque. Parce qu'encore une fois, ça reste, de mon point de vue, aussi un bien primaire. On a tous besoin d'avoir de l'eau, on a besoin d'avoir de la bouffe, et puis un toit sur la tête, on en a besoin. Donc ça, c'est intéressant. Pour revenir un petit peu aux études par rapport au fonds d'investissement, donc toi, là-dessus, si je ne dis pas de bêtises, tu as étudié de ton côté pour obtenir les licences pour avoir un fonds. Ok. Et en gros aussi, vu que ça faisait déjà des années que j'étais dans l'investissement, dans le trading, j'avais fait de l'immobilier. J'avais ouvert une boîte dans l'immobilier d'ailleurs. Et donc j'étais passé par m'enregistrer, etc. Parce que des fois, ça, il faut des cartes spéciales, des trucs spéciaux. J'avais déjà connu un peu ce côté régulatoire. D'accord. J'ai, en 2019-2020, j'ai déjà commencé à échanger avec des gestionnaires de fonds. D'accord. Pour avoir des infos. Et ensuite, après, passer par avocat, etc. Et j'ai déjà investi dans des fonds, j'ai déjà travaillé avec des fonds, etc. Et donc, je connais tout le côté financier et le côté surtout le plus problématique, c'est AML. De blanchiment d'argent, les flux, machin, financement du terroriste, etc. Et c'est d'ailleurs le point qui est le plus complexe dans la finance et monter un fonds, monter une société régulée. Ok. Et en fait, tout simplement, j'ai échangé avec... j'ai eu la première autorisation enregistrement qui m'autorise à gérer des fonds. Ok. Et ensuite, j'ai fait une demande de licence d'activité d'institution financière. Ok. Qui là touche plus, c'est presque une licence bancaire entre guillemets si tu veux, un truc qui te permet de, par exemple les fintechs c'est ce qu'ils ont. D'accord. Des petites banques c'est ce qu'ils ont. Ok. Et donc c'est plus là le côté régulatoire. C'est-à-dire comment passer un KYC, comment vérifier les fonds, comment vérifier l'information, etc. Pour ceux qui connaissent, ils vont tout de suite voir de quoi je parle. D'accord, ouais. Si tu as une idée de l'enfer sur Terre, ça doit être à peu près ça, tu vois. Ok, d'accord. C'est tout ce côté-là. Okay. Et donc, en fait, je leur ai prouvé que j'étais capable de le faire, en répondant aux questions, en buildant les papiers, etc. Et en plus de ça, je suis allé dans leur bureau. Appel à comparaître, ça s'appelle. Donc presque comme devant le juge, donc parce que c'est un truc... c'est avec l'État que tu discutes. Hein. Mes interlocuteurs, c'est les régulateurs, la Banque centrale et l'État. D'accord, ok. Donc, tu vois. Et en fait, appel à comparaître. Et pareil, avant ça, ils m'ont demandé tout. Donc, ils me ont tous mes diplômes, là où je suis né, mon âge, mes parents, tout, où j'habite, quand j'habite, tout. Ok. Donc, ils vérifient que Criminal Record, tu sais comment ça s'appelle, extrait de casier judiciaire. Ouais. Tout ce que tu peux imaginer. Donc ils nous connaissent de fond en comble. Ceux aussi, pourquoi c'est difficile de scammer, c'est que déjà ils te vérifient avant de te dire oui. D'accord. Et après qu'ils te disent oui, ils continuent à vérifier tout. Tu vois. D'accord. Okay. Et là, ils m'ont appelé à comparaître. Donc je suis allé dans leur bureau, fermé, huis clos, badge pour ouvrir 2-3 portes, etc. Okay. Personne en tenue avec des badges qui représentent l'État, tu vois. Okay. Plein de papiers à signer. Ok, machin, truc, des clauses, tout ça. Conversation enregistrée. Ok. Questionnage. D'accord. Si ça, machin, KYC, AML, régulation, loi, finance, truc. Et là, ils te disent, ok, vous êtes qualifié ou pas. D'accord, ok. Ouais, donc c'est un vrai interrogatoire. C'est pour ça aussi que si tu investis dans un fonds régulé, par des vraies autorités qui régulent, normalement, tu n'as pas un charlatan qui est... qui vient... Okay. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des associés, et pour qu'ils rentrent à l'actionnariat, ils se sont fait aussi griller, tu vois. Ouais, clairement. C'est pas, oui, ok, bah, moi je la passe, après je la vends à un scammer et c'est bon, non, c'est c'est régulé chez régulé. D'accord, ok. Donc toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes en termes de services, d'accompagnement, par rapport à ton background, qu'est-ce que tu proposes? Du coup, au jour d'aujourd'hui, j'ai mon fonds d'investissement crypto-monnaie. Ok. Où je suis associé avec 2 personnes. D'accord. 2 personnes, dont un qui a une chaîne YouTube, CoinTips, pour ceux qui veulent voir. Donc quelqu'un qui est dans le marché depuis longtemps, avec son associé Olivier, qui sont des personnes, voilà, on est à nous tous, on est dans la crypto depuis 2014-2015. D'accord. Donc on a connu des cycles, etc. Mais ça, c'est à partir des gens qui ont 50 000 euros minimum. D'accord. Ensuite, on a le projet qu'on a ensemble. Ouais. Et début 2025, je compte ouvrir quelque chose d'autre qui proposera des services financiers,
car en fait, tout le monde n'a pas 50 000 euros à mettre. Comme tu as vu, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure de comprendre un investissement, comprendre le marché, comprendre l'actif, comprendre les frais, comprendre le juridique, etc. Tout ça, en fait, j'aimerais aider les gens à faire ça sur leur demande, etc. D'accord, ok. Donc ces layers-là. Donc en fait, ce que tu veux, c'est faire une sorte d'accompagnement, si tu veux. Une sorte d'accompagnement pour une personne qui veut se lancer dans l'investissement, mais qui va, je sais pas moi, vouloir investir dans un fonds, qui va avoir 50 papiers, qui va un peu rien comprendre. Je lui dis, ok, voilà les tenants aboutissants, etc. Et aussi que s'il veut me donner plus d'informations, qu'il me dise, ok, j'ai tant de capital, j'ai tant de patrimoine, je gagne tant, etc. Que je peux lui dire, ok, tu peux risquer tant ou tant. Les gains potentiels sur temps, c'est temps, etc. C'est un truc que les gens ont du mal à faire en fait. Et que tant que tu n'es pas très aguerri dans l'investissement, tu comprends pas toutes ces choses-là. Et en plus de ça, par exemple, quand un conseiller en investissement, etc., te propose un truc, lui s'en fout de tout ça. Il te vend son truc à lui. Il te dit pas, tu vois, peut-être que tu devrais prendre plus d'immobilier parce que là, tu es surexposé à la bourse, etc. Dire non, moi, c'est la bourse, donc achète mais 100% de ton patrimoine dans le SP500, tu vois. Et moi, je peux te le dire froid sans intérêt pour ma personne. Si tu as tant, il faudrait peut-être que tu surpondes ou reponder à quelque chose, tu vois. Quand tu dis tu as un fonds crypto, donc là, c'est un fonds qui est régulé aussi. Et petit truc, aussi, s'il y a des gens qui ont besoin d'un consulting ou besoin de monter un fonds ou faire du white label, pour ceux qui connaissent, je peux aussi intervenir là-dessus. Parce que j'ai créé un fonds, parce que je connais les tenants aboutissants, etc. Et s'il y a des personnes qui recherchent, je peux aider là-dessus. D'accord, ok. Ok, super. Alors, on parlait rapidement du projet qu'on avait en commun. Bah, forcément, je pense que les gens l'ont compris. Il y a une personne qui a la possibilité de créer un fonds, l'autre personne qui fait l'immobilier. Bah, l'idée, ce serait de faire un fonds immobilier. Donc, c'est un projet, mine de rien, qui, de mon point de vue, se construit, prend un petit peu de temps pour que ce soit correctement. Donc, l'idée, ce serait de le commencer, nous, de notre côté en interne, en 2025, et prévoir une sortie pour... peut-être septembre 2025, ou c'est ça à peu près. C'est ça. Après, faut voir les régulateurs quelle temporalité ils nous donnent en fonction de quelle régulation on veut. Et après, il faut voir, nous, comment c'est en interne. Est-ce qu'on ouvre à beaucoup de personnes ou pas, etc. En fonction des gens, tu vois, en fonction du billet d'entrée, etc. Ok. Donc ça, ce serait l'idée. En fait, ce serait de pouvoir proposer aux personnes d'investir dans ce fonds pour par la suite, de notre côté, bien utiliser cet argent pour faire de l'immobilier. Comme vous l'avez compris, comme les gens l'ont compris, c'est ultra régulé. Donc, c'est safe de chez safe. Voilà, c'est super safe. Après, je pense qu'il y aurait un côté par rapport peut-être à d'autres fonds qui serait, en tout cas moi c'est un point d'honneur que je mets, qui serait un petit peu plus éducatif et un petit peu plus transparent. Souvent, quand on met de l'argent dans un fonds, c'est on fait un virement et ciao. Et ciao. Entre guillemets, ciao, parce qu'en fait, après, chacun fait sa tambouille, mais tu as aussi des obligations vis-à-vis de la loi de leur donner telle information. Les LP, Limited Partners, donc les investisseurs, ont droit de te demander des informations, et toi, tu es dans l'obligation de leur donner, et tu es aussi dans l'obligation, déjà pour un point de vue de bon sens humain, tu vois, on va dire que tous les trimestres, il faut que tu donnes un rapport. On a fait tant, on n'a pas fait tant, le marché il est comme ça, il n'est pas comme ça, on pense que, etc. Et parce que d'un point de vue marketing, en fait, c'est ce qui se fait. Tu fais reporting, voilà. Et parce que, c'est ça, c'est exactement ça. Et ce que je voulais dire, en un tout petit aparté, c'est que moi, en plus de ça, j'ai fait une vidéo à propos de ça, qui retrace mon parcours et ce que je veux faire dans le futur. Et tous les gens qui me connaissent dans mon network, ils savent que c'est un projet que j'ai depuis 2018-2019, qui est que j'aimerais créer une énorme société d'investissement. C'est pas le cas aujourd'hui, parce que c'est hyper compliqué. Une énorme société d'investissement, ouverte aux particuliers, donc à réduire le billet d'entrée le plus bas possible, pour ouvrir la porte aux particuliers avec des produits d'un institutionnel, et avoir tout ce côté, effectivement, accompagnement, etc., qui comprennent le risque, qui comprennent les enjeux, etc. Mais ça, c'est vraiment un énorme projet. Parce que de mon point de vue, c'est ce que je dis en général aux gens,
c'est bien d'investir, c'est bien de confier son argent. Il faut comprendre. Mais dans tous les cas, il faut un minimum connaître et comprendre. Après, bien évidemment, il faut laisser la personne qui a son domaine d'expertise opérer. Moi, si je veux investir en crypto, par exemple, j'ai aucun intérêt à prendre 5 ans à me former, entre guillemets. Dans tous les cas, je veux quand même un minimum. Si tu y arrives en plus, voilà. Pas que j'ai pas confiance en toi, mais clairement. Si c'est pas ton domaine, etc. Il faut passer de expert à je repars à zéro, même si tu as des bases, à je réapprends quelque chose, le temps, les compétences, le network, le truc, etc. Exactement. Donc je vais préférer en gros de passer mes ronds sur cette partie-là. Mais par contre, c'est quand même important, je pense, de même sans forcément connaître, mais comprendre comment ça fonctionne. Parce que derrière, en comprenant, ça va pouvoir me permettre de me dire, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça me convient moi en tant que personne, est-ce que je vois combien de personnes qui, quand la crypto, bon, un coup c'est la mode, un coup c'est pas la mode. En fait, c'est la mode quand ça monte, et quand ça descend, c'est plus la mode. Mais quand c'est la mode, je vois plein de personnes qui investissent dedans et plein ont même gagné de l'argent, c'est pas le souci. Mais elles étaient complètement happé toutes les secondes sur le téléphone. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est pas une vie. Il y a certaines personnes, je sais, moi j'ai fait du trading auparavant. Le trading, c'est extrêmement dur. C'est militaire. 97% des gens perdent de l'argent de façon particulier et perdent de l'argent. Ouais, c'est pareil. Hein. Ouais. Je vais faire une vidéo pareil à propos de ça pour expliquer voilà, émotionnellement, en fait, stratégiquement, c'est pas forcément compliqué, mais émotionnellement, c'est extrêmement dur. Moi, je faisais du forex, donc c'était ouvert la nuit. Je me réveillais la nuit pour regarder les graphes. Il faut respecter des horaires. Il faut se lever parce que les marchés ouvrent à temps, etc. Il faut respecter un plan fixe, s'y tenir. En fait, pourquoi c'est aussi dur, c'est parce que le cerveau humain n'est pas fait pour. C'est une émotion. Donc, la plupart des gens ne peuvent pas parce que le cerveau de base humain n'est pas fait pour. Voilà. Je me rappelle. Il faut des outils, il faut de la data, il faut des trucs, il faut machin. Oh non. Et puis même, au-delà d'avoir toutes les informations, tous les outils, pour moi, la chose la plus dure à gérer, c'est même pas tes connaissances, c'est juste ta personne et ton émotif. Quand tu mets, je sais pas, moi j'ai une connerie, 50 000 euros, t'as mis 10 ans à la gagner et que tu les places là-dedans et que tu fais, et que tu vois que tu es à 40, 30 000. Waouh! Et c'est dur émotionnellement. C'est pour ça que je te dis que j'aimerais faire un accompagnement et parce que, et comme tu as dit, il faut comprendre au moins un minimum et que tu as vu que au-delà, il faut comprendre toi ton état financier passé, présent, futur, prévoir combien tu as, du coup dans quoi tu peux investir, combien de temps tu peux attendre, quelle est la liquidité, etc. Et ensuite, effectivement, je pense que le minimum qu'il faudrait comprendre, c'est comme tu as dit, au moins le risk-reward dans quoi tu investis. Ouais. C'est-à-dire, ok, je vois à peu près ce qu'est ce marché, je sais que si je mets tant, le risque de perte c'est tant, le risque de gain c'est tant, le risque de perte et de gain potentiel. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de promesse d'investissement, etc. Déjà pour un côté légal, et pas pour un côté mine de rien qui est réel. On ne peut pas promettre un investissement, on ne peut pas promettre un retour, on ne peut pas promettre que demain la Terre va exploser, etc. C'est clair. Donc ouais, non, par rapport à ça, donc voilà, nous ce qu'on voudrait faire, c'est à côté le fonds, de l'autre côté opérer en immobilier. Et sur l'immobilier, après, bien évidemment, avec un fonds, il y aurait plusieurs types d'opérations. Il y aurait la partie que je maîtrise, la partie marchand de biens, la partie, mine de rien, locatif, surtout sur la partie commerciale, parce qu'on le sait, en termes de tranquillité, le commercial offre une tranquillité supérieure à l'habitation, puisqu'il y a plein de paramètres qu'on va tout de suite supprimer en commercial. T'as pas un propriétaire dedans qui habite, donc c'est un professionnel dedans. Toute la partie travaux, c'est le professionnel qui s'en charge, etc. Donc mine de rien, en termes de tranquillité, de mon point de vue, l'immobilier commercial est plus intéressant que l'immobilier d'habitation. Après, en termes de rentabilité, n'ayant pas fait d'immobilier commercial, je ne peux pas me permettre de juger. Mais c'est vrai qu'en termes de tranquillité et de passivité, il n'y a pas mieux. Donc il y aurait une partie vraiment plus achat-revente avec du marchand de biens, et puis après dégager les marges, les placer sur du commercial pour avoir une partie beaucoup plus stable et en même temps passive. Et je pense qu'avec les bonnes stratégies, les bonnes personnes, la bonne équipe et l'argent et les bonnes banques, derrière on peut faire quand même des choses intéressantes, parce qu'encore une fois le marché en France est ultra attractif, et j'espère le restera.
Mmh. J'ai 2 points à relever sur ce que tu as dit. C'est, en reparlant des fonds en général, tu vois, c'est complexe, hein, il y a 1 milliard de trucs à parler, à comprendre et cetera. C'est aussi ce qui se passe quand tu investis dans un fonds, c'est que tu investis sur l'équipe qui gère. C'est-à-dire que bon, toi, avec c'est ta spécialité, ça fait longtemps que tu es dedans, tu as le réseau et cetera. Prends mon argent. Tu vois, je t'en supplie, prends mon argent. C'est pas moi demain qui vais faire de l'immobilier, ce que tu fais, tu vois. Donc juste prends mon argent, merci et ciao, tu vois. En plus de ça, j'y pense pas, je regarde pas et c'est bon. Tranquillité d'esprit. Et par exemple, un point qui est intéressant, c'est ce pourquoi moi aussi j'avais le projet de monter un fonds IMO, c'est que moi, par exemple, je suis à l'étranger, j'ai pas accès au levier bancaire français, j'ai pas accès au marché français, et les personnes étrangères qui vont investir auront accès. Donc déjà, juste pour ça, ça vaut le coup, tu vois. Oui, c'est clair. C'est intéressant. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc aujourd'hui, tu parlais d'éduquer, d'accompagner les gens sur la partie investissement de manière générale. Une personne qui souhaite en savoir plus justement sur l'investissement, tu as une chaîne YouTube ou des réseaux? Ouais, j'ai une chaîne YouTube, les gens peuvent me contacter aussi sur LinkedIn. Ok. Et du coup, quand je rencontre des gens, du network, etc., des entrepreneurs, des investisseurs, on échange, on parle, etc. Et du coup, j'apporte souvent gratuitement ce truc-là. Okay. Et j'ai une chaîne YouTube où justement, je vais reprendre un peu tous les points qu'on a discutés. D'accord. Le risque, machin, ce que c'est un fonds, pourquoi, comment gérer le risque, comment comprendre le risque, comment du coup prévoir les gains potentiels, etc. Un peu de tout ce qu'on a parlé. D'accord. Détail. Okay. Je vais aussi un peu mettre une balle à pas mal de monde sur les réseaux parce que j'en ai marre que sur YouTube, etc., Telegram, Instagram, qu'il y ait des conneries pas possibles qui disent sur l'investissement. D'accord. C'est qu'il y a beaucoup de particuliers et en fait, il n'y a toujours pas d'institutionnels qui se sont exprimés et en fait, il y a plein de mythes, de faux trucs, le DCA, le truc, le machin, la gestion, les 97% de gens qui perdent de l'argent, etc. Okay. Et venir un peu balayer tout ça. Ouais. D'accord, ok. Et donc voilà, j'ai une chaîne YouTube. Ok, super, parfait. Et que je viens de lancer tout récemment. Et on mettra tous les liens, etc. Ce qu'il faut. Ok, et parfait. Du coup, je voulais te poser une question. Toi, vu que ça fait un moment que tu es sur les réseaux et sur YouTube, qu'est-ce que tu as vécu dans l'interaction des réseaux avec les gens, les commentaires, etc., les haters, tout ça? Alors, c'est une très bonne question. Je trouve que l'interaction qu'on a sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc., révèle une mentalité, révèle un mal-être aussi, je pense. Et je trouve que c'est presque assez triste parce que dans le fond, un mauvais commentaire, ce qu'on appelle un hater, bon, en réalité, les premiers, on le prend pour soi. Par la suite, après, on passe au-dessus. Mais c'est vrai que c'est important d'en parler parce que ça révèle dans le fond un certain mal-être chez pas mal de personnes. Et c'est une détresse au final. Ouais, et mine de rien, c'est assez triste. Alors, sur les réseaux sociaux, on va distinguer 3 gammes de réseaux. Tu vas avoir YouTube. YouTube, c'est quand même moins personnalisé, moins proche qu'Instagram. Donc, les personnes, tu vas toucher des personnes qui ne te suivent pas forcément. Donc, c'est des personnes qui vont un peu plus se lâcher en commentaire, vont un peu plus te rentrer dedans. Tu vas avoir Instagram, où là, c'est des personnes qui te suivent. Personnellement, j'ai 0 hater sur Instagram, Facebook. Parce qu'encore une fois, c'est des personnes qui suivent. Donc, soit tu adhères, si tu n'adhères pas, tu ne suis pas. Et tu vas avoir la pub. Et c'est là où, alors là, tu t'en prends plein la tête. Mais en même temps, c'est intéressant de comprendre ce que disent les gens et ce qu'ils commentent et de comprendre surtout leur état d'esprit. Parce qu'en fait, s'ils commentent ta pub d'une certaine manière, c'est qu'ils expliquent leur vision par rapport à ce que tu proposes. Et tu te rends compte que leur vision, malheureusement, est extrêmement étriquée. Aujourd'hui, je fais pas mal de publicités. Et sous ces publicités, on va avoir différentes gammes de commentaires. Et je pense que c'est intéressant d'en parler. On va avoir la première gamme de commentaires qui va te dire, je le dis bien dit, parce que des fois, il y a 10 000 fautes d'orthographe, et puis ça ne veut rien dire, mais c'est ce que ça traduit, c'est ce que tu proposes n'est pas possible aujourd'hui en France. C'est trop beau, c'est trop truc. Voilà, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que dans l'esprit de beaucoup de personnes, et beaucoup, crois-moi, gagner de l'argent grâce à l'immobilier, ce n'est pas possible. Voilà, pour eux, non, c'est faux, tu mens, ce n'est pas possible. Juste pour faire l'avocat du diable,
très courtement. Ouais. J'en reviens on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Donc c'est vrai que quand tu es enfermé dans la matrice, etc., entre guillemets, ces gens-là n'ont pas envie d'être méchants, tu vois, en vérité, Non, aussi, tu vois. Et moi, venant d'une famille classe moyenne basse, j'ai découvert l'entrepreneuriat par moi-même. Et pareil, hein, l'immobilier, l'investissement, la bourse, etc. J'ai découvert ça, j'étais extrêmement... j'étais pas jeune du tout. Et j'ai découvert ça parce que je creusais. Ouais. Et donc, en fait, c'est vrai que moi, ma famille, par exemple, tout ça, tu peux oublier. Non, ça, je comprends. Je peux comprendre si tu veux que ce soit quelque chose qui soit en dehors de tes domaines de compétences, etc. Mais à un moment, quand tu te balades dans les rues et que tu vois des immeubles qui se construisent, les gens qui construisent ces immeubles, ils le font pas pour la gloire. Ouais, mais il faut quand même, tu vois, commencer à se poser des questions. Oui, mais il faut accueillir, etc. C'est comme tu achètes une voiture, tu sais très bien que le constructeur de voiture, si te vend une voiture, c'est qu'il gagne de l'argent, sinon il va pas te la vendre. Donc à un moment, si tu vois des immeubles qui construisent, c'est que l'immobilier, ils gagnent de l'argent, ces gens-là. Donc quand on te dit, non, c'est pas possible, ça représente dans le fond une vision qui est extrêmement étriquée et qui est même triste pour ces gens, parce qu'en fait, ces gens-là, malheureusement, ils ne gagneront jamais de l'argent et ils auront toujours un avis arrêté sur plein de choses. Et ça, ce sera sûr. Je le vois même sur d'autres publicités qui sont sur d'autres thématiques. Moi, j'ai des personnes qui m'accompagnent, par exemple, en marketing, qui sont très très bons, qui font de la publicité. Et je regardais les commentaires ce matin et c'est les mêmes choses. C'est pas possible, etc. Et c'est très triste parce qu'en fait, ces gens-là n'arriveront jamais à rien parce qu'ils sont ultra étriqués. Tu as la seconde gamme de personnes qui va te dire, si ta méthode fonctionne si bien, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu fais de la pub? En gros, pourquoi est-ce que tu n'es pas à la plage à rien faire? Et ça, c'est pareil, c'est extrêmement triste pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que dans leur vision, c'est OK, si je gagne de l'argent, je dois tout arrêter, je dois vraiment rien faire d'autre et juste aller à la plage et rien faire. Ouais, parce que le rapport travail-souffrance, c'est pas plaisir, tu vois. Peut-être que c'est pas une passion d'entrepreneur, d'entreprendre, d'investir, que tu fais pas un métier que tu as envie. Exactement. Et ça, c'est une seconde gamme, c'est que ces gens-là, pour eux, le travail, c'est quelque chose de chiant, de difficile. Ils n'aiment pas ce qu'ils font toute la journée. Et ils n'arrivent pas à comprendre que tu puisses aimer travailler. Pour eux, c'est pas possible. Et c'est dommage parce que tu te rends compte que tu as ceux qui pensent que c'est impossible, tu as ceux qui font un boulot de merde toute leur vie, enfin pas de merde, mais qui leur plaisent pas toute leur vie, et qui vont en gros souffrir toute leur vie par rapport au travail qu'ils font. Et au lieu de se dire, tiens, peut-être des gens qui aiment ce qu'ils font et qui n'ont aucune envie d'arrêter, non, c'est pas possible. À ce moment-là, pourquoi tu as Trump qui se prend une balle dans la tête, qui est multimilliardaire, mais qui va quand même continuer son truc. Il le fait parce qu'il aime ça. Il n'a aucun intérêt financier, il n'a aucun intérêt. Bon, je pense... Il doit avoir un peu des intérêts des intérêts, bien évidemment. D'égo de tout simple, etc. Voilà, mais ça, effectivement, ils le comprennent pas. De toute façon, si tu n'es pas passionné et que tu veux faire des grandes choses, il y a un moment donné, ça bloque parce que... C'est pas possible. Et ce qui se traduit, c'est que c'est triste parce que ces gens-là, dans le fond, toute leur vie, feront un travail qu'ils n'aiment pas parce que dans leur tête, c'est ancré, travail égale souffrance et j'aime pas ce que je fais. Et après, tu as la troisième gamme de personnes, mais ça, on va passer rapidement, qui sont pour moi des débiles mentaux, clairement, qui, eux, vont critiquer. La moindre chose que tu vas faire, ils vont le critiquer. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est extrêmement dommage. Internet a permis à ces gens-là de s'exprimer. Je crois que c'était Mike Tyson qui critiquait cette partie, qui critiquait ça, qui disait, moi à l'époque, on ne pouvait pas me dire un mauvais truc dans la rue, parce que le mec, je mettais une droite. Mais par contre, je me souviens de ce on va me mettre des mauvais commentaires sous mes vidéos. Et je le vois même dans le... Je prends même pas par rapport à moi, je le vois même dans le sport. Tu vois des personnes qui ont fait des 15-20 ans de carrière, tu vois, notamment dans la boxe, etc. Le mec, il a fait 15 ans, il a tout gagné. Il se prend un KO, ça y est. Il perd un combat. C'est une merde. Et alors là, c'est une merde. Et dans ma tête, déjà, toi, monte sur un ring. Mais ouais, voilà. Même juste avec un pote, et déjà, tu vas comprendre ce que c'est. Mais comment tu peux te permettre de juger Tu fais rien, tu es derrière ton ordinateur. Si tu crois cette personne-là dans la rue, mais tu vas juste baisser les yeux et tracer, comment tu peux te permettre de critiquer? Et ça révèle encore une fois, si tu veux, le mec qui a une carrière comme ça, il en a rien à foutre du débile qui commente sur Internet. Mais ce qui est triste, c'est que le débile qui commente sur Internet,
il a un profond mal-être. Si tu veux, pour déverser de la haine comme ça sur des gens qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, c'est que ça représente chez lui un profond mal-être, un profond manque de confiance en lui, etc. Et ça, mine de rien, quand on regarde un petit peu sur la société, bah, c'est important. C'est important. Quand tu regardes, moi, je suis pas mal de trucs sur le sport, mais dans n'importe quel milieu, hein, je ne suis pas du tout foot, mais même dans le foot, etc., les gens se permettent de commenter des personnes qui ont des carrières. Mais vous êtes qui pour commenter ça, quoi? Enfin, juste tais-toi, tu peux donner ton avis, mais oui, dans le respect, fais-le d'une certaine manière. Et c'est mine de rien assez triste parce que bah, tu as d'un côté, en gros, ceux pour qui c'est impossible de gagner de l'argent. Tu as les autres, ceux pour qui, bah, si tu gagnes de l'argent, c'est pas possible d'aimer ton travail. Tu devrais arrêter, tu devrais plus rien faire. Et puis tu as ceux clairement qui ont des vies de merde et qui, quoi qu'il arrive, vont critiquer. Et ça, je pense pas que ce soit typiquement français. Non, nous, en tant que Français, c'est humain, c'est la racine. Et je regarde même aux États-Unis, les commentaires trucs américains, c'est la même chose. Et c'est triste parce que en réalité, de mon point de vue, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce serait réussir à avoir un impact. Moi, j'aimerais tous les sauver. J'ai le syndrome du sauveur, j'aimerais les aider. Positif sur ces gens-là, même si tu te fais insulter, etc. Mine de rien, ce serait simplement de réussir à intervenir avant qu'ils se fassent pourrir par la société et de leur dire, les gars, c'est possible. C'est possible, même sans parler de moi, il y a telle personne qui l'a fait. Si telle personne l'a fait, c'est que vous aussi, vous pouvez. Arrêtez juste de vous trouver des excuses parce que c'est les premiers pour se trouver des excuses. Ça, là-dessus, ils sont très forts. Mais ça, en tout cas, pour moi, c'est une... Je ne vais pas utiliser le mot mission parce que je trouve ça un peu fort, mais c'est une valeur que j'aimerais réussir à transmettre. C'est quand tu es jeune, tu es enfant, tu vas à l'école, etc., tout le monde voulait faire des grandes choses. Et même s'il y avait cet esprit de critique, il n'y avait pas... ils n'étaient pas encore... on va dire qu'un enfant, même qu'un adolescent, il n'est pas étriqué d'esprit. Pour lui, il pense que tout est possible. Et après, la vie lui rappelle que, bah, oui, c'est possible, mais c'est compliqué. Et bah, on passe de c'est compliqué à c'est impossible. Et tu rencontres donc des gens de 25-30 ans, ils sont déjà vieux, ils sont déjà pourris, et là c'est terminé. Et réussir à faire en sorte de garder un petit peu cet espoir, bien évidemment, à condition de construire quelque chose derrière, c'est intéressant. Même nous, en tant que formateurs, on traite de vendeurs de rêves. Ça, c'est souvent ce qu'on entend. Si on va un petit peu plus loin sur la phrase, vendre du rêve, est-ce que c'est mal? Est-ce que aider une personne à rêver, est-ce que c'est mal? Pour moi, pas du tout. Si la personne, grâce à toi, elle rêve dans le bon sens, c'est pas vendre du cauchemar, c'est vendre du rêve. Maintenant, encore une fois, il y a la valeur travail qu'il faut mettre en plein milieu. C'est OK, ton rêve. Il faut expliquer que c'est pas facile. Hein. Mais par contre, pour y arriver, il y a la valeur travail. Donc, tu as ceux qui vont dire, ouais, tu vends du rêve, c'est pas possible. Et tu as ceux qui vont acheter ce rêve, mais par contre, qui vont oublier qu'il faut faire un truc, la valeur travail en plein milieu. Et moi, je le vois à travers les formations, les accompagnements, etc. À la première difficulté, tu en as plein. Ça s'arrête. Ah bah ça s'arrête. Ah bah non, c'est pas possible. Ah bah non, c'est trop compliqué. Ah bah non, machin, etc. Mais les gars, t'as bossé 3 semaines pour trouver un bien, tu me dis que c'est pas possible. Ça va pas du tout. Et ça, c'est aussi un gros problème. Ça, c'est plus français, par contre, aux États-Unis. C'est ce que j'allais dire. Aux États-Unis, les gens rêvent, mais par contre, ils ont vraiment cette valeur et ils l'inculquent. Il n'y a pas de chômage, etc. Donc, tu peux pas ne pas enchaîner, sinon tu es mort. Donc, je me suis bougé le cul. Il n'y a pas de retraite non plus. Donc, exactement. Et les Américains qu'on va prendre en exemple, ils te mettent la valeur travail, mais au premier plan. Et on te l'enfonce dans le crâne. Et en France, non, c'est 35 heures, au-delà, etc. Je peux pas. C'est dur. Ouais, mais les gars, si tu fais ça, laisse tomber. Et puis, surtout, en tant qu'entrepreneur, etc., tu peux donner un feedback que entreprendre et le sport, déjà, c'est similaire. Ouais, clairement. Et qu'il va falloir passer par des zones de souffrance que peu de gens disent sur Internet. Oui, 10 cas par mois, c'est facile. Oui, tout le monde peut faire ça. Non. Ah, non. Il y a un moment donné, faut pas effacer le fait que c'est dur. C'est dur, il y a des moments de souffrance, il y a des moments de doute, il y a des moments où tu vas perdre de l'argent, il y a des moments... Clairement, c'est dur. En fait, il faut accepter, premièrement, que tu vas faire des erreurs. Deuxièmement, tu vas être critiqué sur tes erreurs aussi.
Parce que faire une erreur de ton côté, personne ne le sait, ok, mais tu peux faire des erreurs, les gens vont le voir et ils vont se dire, là, dès qu'ils vont voir un truc où ils peuvent s'engouffrer, et alors ils vont tous y aller. Donc, il faut être capable de gérer ça. Faire des trucs nouveaux. Faire des trucs nouveaux aussi. La première vidéo YouTube, la première truc. Des trucs qui marchent et des fois des trucs qui marchent pas. Moi, je me suis planté plein de fois. Il y a des boîtes que j'ai essayées qui n'ont pas marché. Il y a des boîtes où j'ai perdu de l'argent. J'ai plein de défauts, mais par contre, je sais que je garderai toujours cet espoir et presque cette jeunesse dans le travail, dans le sens où, ok, je me suis planté 10 fois, mais c'est pas grave. Sur 20 trucs, il y en a 10 qui ont planté, mais s'il y en a 10 qui réussissent, c'est bon. Tant mieux. Et ça, dans l'esprit des gens, c'est très compliqué. C'est tu t'es planté, c'est pas possible. Ça marche pas, etc. Et je pense qu'il y a. C'est un peu français aussi. Ça, c'est très français. Aux États-Unis, tu peux te planter. En France, tu peux pas te planter. Non, tu peux pas. T'es un loser si tu te plantes. Exactement. Et je pense que là-dessus, il y a un gros travail de mentalité. Je ne comprends même pas pourquoi les politiques, plutôt que se battre pour des conneries qui changeront très peu la vie des gens, quand on te dit oui, on va augmenter le SMIC de temps, ça va te faire 50 € de plus à la fin du mois, super, 50 € à la fin du mois, ça va rien changer. 500% d'inflation, le truc, de machin. Ça changera rien à ta vie, et toi, tu perds ton temps à aller suivre ça. Au-delà de ça, avoir vraiment des discours comme ça sur le fait qu'il faut bosser sur les 35 heures, que c'est un minimum, etc., que pousser la réussite, pousser aussi le champ des possibles, le mettre en avant, il n'y en a aucun qui le dit, quoi. Aucun qui le dit. Voilà. Et dans le fond, ils répondent aussi à la masse, et la masse, ce qu'elle veut entendre, c'est je vais avoir plus de 50 € à la fin du mois. Ouais, mais les mentalités sont vraiment à changer. Et est-ce que ça va changer ? Je sais pas. Je pense que mine de rien, avec toutes les vidéos, etc., les gens qui se mettent en avant dans le bon côté, on fait un pas dans le bon sens. Mais par contre, putain, il y a on arrive à un tel extrême que je pense que ça va scinder, tu vois. Soit ceux qui veulent vraiment fermer les yeux, ils vont le fermer, et ceux qui veulent faire un truc, ils vont faire un truc. Ouais. Parce que là, on arrive à un extrême et tu peux plus faire. On me voit pas, tu vois. Non, mais je le vois quand même encore, je te jure. Ça sera toujours le cas. Tous les jours, j'ai des gens qui vont dire non, c'est pas possible. Puis pareil, moi, tu m'aurais dit ça peut-être. Après, moi, j'étais déjà dans cet esprit d'essayer de trouver un truc alternatif. Mais par exemple, je t'aurais dit à toi, d'il y a 20 ans en arrière, tu m'aurais peut-être dit non, c'est peut-être pas possible non plus, tu vois. Moins dans un mauvais mindset, parce que t'es pas au courant, parce que etc. Ou parce que t'es jeune et quand t'es jeune, t'es juste un peu con. Je pense que c'est. Je sais pas. Personnellement, je sais. C'est un trait de personnalité d'essayer de s'en sortir aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est un trait de personnalité. Je pense que tu as aussi malheureusement l'héritage familial. Si tes parents t'ont conditionné à dire que c'est pas possible, tu pourras jamais gagner d'argent, c'est pas pour nous, et quoi que tu fasses, ça marchera pas. C'est sûr que j'ai pas eu du tout ce conditionnement, et ça c'est une chance. Mais là, moi je l'ai eu et je reviens de loin. Je reviens de très loin. Là c'est compliqué, je pense. Là je pense que c'est compliqué. Même au jour d'aujourd'hui, avoir une discussion avec eux, c'est pas compliqué, mais c'est des gens, c'est différents types de personnes, tu vois. On parle pas des mêmes choses, etc. On n'aime pas les mêmes choses. Et pareil, quand j'étais jeune, j'ai jamais entendu parler d'investissement, d'entrepreneuriat, de trucs. La phrase, c'est fais des études ou va travailler. Et sur Terre, il n'y a rien d'autre. Oui, c'est sûr. C'est tout. Et moi, j'étais là en train d'essayer de trouver un échappatoire, quoi. Mais je pense qu'effectivement, c'est un trait de personnalité de personnes qui ont envie de s'en sortir, de personnes qui ont envie de travailler. Pareil, si tu as 2 de testostérone, la vie va être compliquée, tu vois. Ouais, clairement. Et sans jugement, je te dis ça. Non, clairement. Mais ça c'est un problème. Et même, je trouve, ce qui est problématique, c'est qu'à l'école en France, on te parle jamais de ça. Non, là, c'est l'inverse. Là, c'est ok, apprends par cœur une leçon, tu la récites. Alors encore une fois, je suis pas contre l'école, parce qu'il pour moi, il y a une base à avoir. Faut savoir parler français, faut savoir écrire, faut savoir parler plusieurs langues, faut savoir compter. Il y a quand même des bases qui sont obligatoires. Mais par contre, ce serait bien d'avoir peut-être certains cours, certaines notions sur l'espoir, le travail, comme quoi c'est pas une mauvaise chose, sur plein de choses. Là, par exemple, en Estonie, ils l'ont, tu vois. Leurs écoles sont extrêmement réputées. Et ils vont moins à l'école que nous. Ils commencent à 9h et à 14h, ils s'en vont, tu vois. Les Allemands, pareil, et tout va bien. Alors que nous, c'est
Nous, on est là. C'est l'usine en fait. Ils ont pris le système de l'usine. C'est de la prison carrément. Et ils l'ont repris. Et ouais, il y a plein d'écoles à l'étranger qui sont super connues pour ça. Et tout va bien dans les autres pays, tu vois. Ouais, ça pour moi, il y a un gros problème. Il y a plus d'entrepreneurs, il y a plus de tech entrepreneurs, il y a plus de gens, même employés, qui sont épanouis et qui font ce qu'ils ont envie, etc., et qui vont un peu plus loin. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci pour le podcast. Je mettrai cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je mettrai tes réseaux en dessous de ta chaîne YouTube. Merci, je pense, encore une fois, tu m'arrêtes si je me trompe, que sur ta chaîne, c'est pas une chaîne, on va dire, d'influenceurs débiles où tu vas te montrer à faire n'importe quoi. Je confirme. Non. Voilà, ce sera vraiment axé sur l'investissement avec du contenu poussé. Et le but, c'est qu'une personne qui regarde ta vidéo puisse en ressortir avec beaucoup d'informations sur l'investissement de manière générale. Et surtout, c'est une chaîne qui est faite par quelqu'un qui a les agréments et qui peut se permettre d'en parler. C'est exactement ça. C'est transmettre tout le côté institutionnel aux particuliers, quoi. Ok, parfait. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à tout à l'heure. De toute façon, on va déjeuner ensemble. Ciao, ciao, bonne journée.